Un système ouvert, ça permet d'instaurer une notion de confiance dans le fonctionnement de ce système, qui est quelque chose qu'on n'a pas actuellement dans le fonctionnement des systèmes comme ChatGPT. Bonjour Thomas Wolf. Bonjour Jérôme. Vous êtes cofondateur et directeur scientifique de Hugging Face. C'est une start-up française basée à Paris et à New York et puis dans d'autres pays aussi. Start-up qui est peu connue du grand public, on va dire, mais j'ai un peu l'impression que c'est la start-up dont tout le monde parle en ce moment dans les milieux spécialisés en intelligence artificielle. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter un peu Hugging Face, nous dire pourquoi même de grandes entreprises du monde entier s'intéressent à vous actuellement? Oui, alors Hugging Face a une position un peu particulière dans le monde de l'IA, parce que c'est une entreprise indépendante de tous les grands groupes GAFA. Et donc ça, c'est assez rare maintenant dans le paysage actuel. Elle a En été effet. créée, donc, comme vous disiez, en effet, par trois Français, mais l'entreprise est basée à New York et avec un gros bureau à Paris. Et en fait, c'est une entreprise moderne, c'est-à-dire complètement remote, avec des gens partout dans le monde. Je pense qu'actuellement, on a 25 nationalités dans l'entreprise et des Mhm. bureaux à San Francisco, à Lyon, à Brest, à Londres et moi-même à côté d'Amsterdam, un peu au sud d'Amsterdam. D'accord. Hugging Face, on peut dire qu'est-ce que ça fait référence à quoi? Pourquoi le nom? Ouais. Ouais. Alors, on a une histoire un peu particulière, comme beaucoup de startups. On a pivoté, mais Hugging Face a commencé comme une startup qui faisait des jeux et qui faisait en fait une sorte de Tamagotchi moderne, donc cette sorte de petit animal parlant interactif. Et en fait, en développant ce jeu, donc c'est pour ça qu'on avait pris un nom un peu amusant. Notre cible, hein, c'était les jeunes entre 15 et 25 Mhm. ans, les jeunes étendus, disons. Et en Ça fait développant ce référence jeu, à un emoji, Hugging Face, hein, ouais, voilà, c'est l'emoji avec deux mains sur le côté. qui est prêt à Euh, faire un hug, un petit câlin. voilà, Mhm. un petit câlin. Et on a gardé le nom quand on a pivoté vers quelque chose de plus sérieux, ce qu'on fait aujourd'hui, hein, qui est une plateforme de partage des modèles d'intelligence artificielle, des datasets d'intelligence artificielle et des démos. Donc c'est une sorte de plateforme ouverte où les gens peuvent partager leurs modèles. Et notre idée, c'est de promouvoir en fait l'intelligence artificielle, de la démocratiser, de la promouvoir comme une sorte de bien commun qui appartient à tout le monde et qui n'est pas uniquement la propriété de Microsoft et Google principalement, hein, aujourd'hui. C'est ce qu'on voit. Ouais. Alors, expliquez-nous ça, alors justement. Donc, vous avez mis au point ce qu'on appelle un grand modèle de langage, hein, c'est ça, un LLM Voilà, en alors anglais. on a beaucoup d'activités. Donc, on a une activité qui est de faire une plateforme de partage, hein, qui est ce qu'on appelle le hub. Et on a aussi donc autour de ça, on développe des logiciels open source et des librairies. Et on a aussi une activité de recherche qui se passe beaucoup en France. On a beaucoup d'ingénieurs dans notre bureau de Paris qui travaillent là-dessus. Et on a notamment développé l'année dernière, enfin c'est un projet qui a duré 1 an et demi, c'est long. Euh, on a développé un modèle de langue qui s'appelle Bloom, qui est Mhm. donc une sorte d'IA qui se rapproche de GPT-3. Donc c'est pas exactement ChatGPT, hein, c'est pas un modèle pour discuter, mais c'est une sorte de modèle comme ça qui peut faire de la complétion de phrases, de la complétion dans plusieurs langues. La particularité de Bloom, il y en avait beaucoup. Une des particularités, c'était qu'au lieu d'être développé de manière privée par une petite équipe qui travaille derrière des portes fermées, hein, via une closed door, comme on dit en anglais, Mhm. c'était développé de manière ouverte par une grande collaboration de chercheurs. Donc, au pic, il y a eu plus de 1000 participants dans le projet. Ouais. Des Et ça, universités, etc., notamment. voilà, des universitaires. Alors, il y a aussi beaucoup de chercheurs qui sont dans le privé en Ouais. IA, hein, c'est une grande proportion. Mais là, tout le monde était volontaire, donc les gens travaillaient sous leur propre casquette la plupart du Mhm. temps. Euh, et on avait, alors c'est le premier modèle, par exemple, où il y a dans la même communauté qu'il a développé et qui a participé, il y avait à la fois des gens de Google ou de Facebook qui sont des ennemis normalement. Avec Mhm. cette forme collaborative de développement, on a pu rassembler un très grand nombre de personnes. Et ça a eu pas mal d'intérêt. L'intérêt premier, c'est que ce modèle, au lieu d'être par exemple uniquement en anglais, il couvre 46 langues. Donc on a D'accord. couvert les langues les plus parlées dans le monde. Donc il y a le français aussi notamment, hein, dedans. Et il y a aussi, on avait aussi choisi d'ailleurs des langues traditionnellement complètement oubliées de l'IA, donc par exemple les langues du continent indien au continent africain. Mhm.
Mmh. Alors, vous dites modèle ouvert, parce que c'est vrai que OpenAI, donc la société de ChatGPT, au contraire, est de plus en plus opaque, on a l'impression, rien ne fuite. Ça change quoi, un système ouvert? Ça change quoi? Bah, c'est une bonne question. Alors, moi, je pense que un système ouvert, c'est-à-dire, en fait, c'est un système qu'on peut non seulement utiliser, mais qu'on peut aussi inspecter, qu'on peut aussi étudier. On peut étudier le fonctionnement soi-même, sans avoir besoin d'être la personne qui l'a fabriqué. Ça permet d'instaurer une notion de confiance dans le fonctionnement de ce système, qui est quelque chose qu'on n'a pas actuellement dans le fonctionnement des systèmes comme ChatGPT. Ce sont des espèces de boîtes noires dans lesquelles on envoie ses données à Microsoft ou OpenAI et puis on reçoit la génération. Mais ben, d'une part, on ne sait pas où transitent les données. Hein. Pendant Mmh. longtemps, OpenAI utilisait les données des utilisateurs pour entraîner le modèle et clairement les étudiait, les lisait. Donc ça peut poser des grosses questions quand même de vie privée et même de confidentialité dans les entreprises. Et puis ça permet, quand on peut étudier comment fonctionne le modèle, ça permet de comprendre dans quel domaine et sous quel cas d'application il va vraiment bien marcher et sous quel cas d'application il va moins bien marcher. Parce qu'on sait aussi que ces modèles, même s'ils sont impressionnants, ils ne fonctionnent pas encore parfaitement dans tous les cas d'application. Hein. Ils font Mmh. encore pas mal d'erreurs. Et si, par exemple, on veut déployer un chat GPT dans le domaine de la santé ou des domaines où les informations fournies par le modèle peuvent avoir des conséquences lourdes, par exemple des choix de traitement, eh bien, on a envie d'avoir un modèle auquel on peut faire confiance. Et Oui, qu'on pour peut moi, la vraie auditer, manière de faire par la confiance, suite. c'est pouvoir Mmh. l'auditer, ce modèle. Mmh. Et un modèle ouvert, bah, par définition, il est ouvert, donc on peut l'auditer autant qu'on veut. D'accord. Il y a aussi un effet de catalysation de la recherche, c'est-à-dire que quand un modèle est ouvert, il est aussi facilement accessible aux chercheurs, hors de la petite équipe qu'il a créée. Et donc ces chercheurs peuvent développer des variations, et donc ça accélère aussi le partage des connaissances en recherche, et par conséquent, ça accélère, disons, les développements. Mmh. Alors c'est amusant, je crois qu'il a été enfin c'est amusant, donc il a été entraîné votre modèle notamment sur, le plus gros ordinateur français, hein, le supercalculateur Jean Zay. Oui, alors il a même permis d'agrandir ce supercalculateur. Donc il y a eu pas mal de conséquences positives de ce projet, et l'une d'elles, c'est qu'on a maintenant en France un des plus gros supercalculateurs européens. Et ça, c'est en partie dû à Bloom, hein, parce que donc quand on a la première idée de Bloom, hein, c'était de prouver qu'on pouvait, avec des moyens publics, avec des moyens de calcul basés en Europe et pas basés aux US, qu'on pouvait entraîner des modèles de la même taille que GPT-3. Et donc, en fait, c'est une idée qui est venue en grande partie d'ailleurs de l'écosystème des supercalculateurs en Europe, donc de mes partenaires de crime, Stéphane Requena, Agency, donc c'est les fabricants de ce supercalculateur français Jean Zay, et Pierre-François Lavallée, qui travaille au CNRS à l'IDRIS, qui est le directeur de l'IDRIS, qui est l'opérateur de ce supercalculateur. Et donc, eux cherchaient depuis longtemps à avoir un projet qui montrait en fait la puissance de calcul qu'on avait en France. Et donc, moi, je leur ai dit, on pourrait réentraîner une sorte de GPT en France, ce serait super. Mmh. Et donc, comme ce projet demandait beaucoup de calculs, c'est devenu une sorte de projet phare qui a permis en fait de négocier avec le gouvernement un agrandissement de Jean Zay, avec plus de 500 GPU supérieurs en plus qui ont été ajoutés, qui ont permis pendant leur phase de test d'entraîner ce modèle. Donc en fait, ce modèle, quand on l'a entraîné, on a finalement très peu utilisé les ressources qui existaient déjà, parce qu'en fait, on en a profité pour négocier que le gouvernement ajoute la puissance du calcul public, donc ce Jean Z3, cette extension. Mmh. Et sur la phase de rodage, qui est les 3-4 premiers mois où on développe un supercalculateur comme ça, il y a des phases de rodage en fait. Eh bien, on en a profité en fait pour entraîner Bloom. C'est comme D'accord. ça que ça s'est passé. Alors pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, Thomas Wolf, quand vous dites, un modèle de langage qui a été entraîné, ça veut dire quoi et ça sert à quoi? Alors, comment on entraîne ces modèles? Alors, en fait, c'est remarquablement simple. En tout cas, il y a deux phases. Mais la première phase est très simple. On rassemble un grand corpus de texte. Alors là, il y a plein de questions légales, éthiques, comment on rassemble ça. Et ça, c'était un gros focus de Bloom, d'ailleurs, mais je vais peut-être pas rentrer là-dedans parce qu'on y est Oui, pour encore une heure. c'est encore un Mais autre en sujet, effet, le plagiat et cetera, voilà. comment on regroupe? Enfin la Mais bon, propriété des imaginons données. donc nous, on a fait ça de manière très différente de ce que font les GAFA, justement. On a travaillé, mais bon, voilà, je ne Mmh. rentre pas là-dedans, mais c'est très intéressant. Il y a des questions importantes là. Mais bon, une fois qu'on a rassemblé ce corpus de texte, en fait, on le fournit phrase par phrase dans le modèle. Donc le modèle a une entrée, une sortie.
Dans les entrées, on met une ligne de texte. Et dans la sortie, le modèle doit prédire le mot qui suit. Donc, par exemple, on a un début de phrase où on va dire le ciel est, et puis après, le modèle doit prédire bleu. Et s'il prédit pas bleu, mais un autre mot, on peut calculer une erreur, en fait. Alors, dans ces modèles, on convertit tous les mots en chiffres d'abord. C'est assez amusant, en fait. Et après, on peut calculer une erreur entre le mot qu'il a prédit et le mot bleu. Et on peut, avec cette erreur, modifier les poids du modèle. Donc, en fait, il est entraîné à prédire juste le mot suivant, étant donné un début de phrase. Donc, c'est très simple. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'en fait, quand on fait ça sur un très grand corpus, alors un très grand corpus, pour Bloom, c'est par exemple 300 milliards de mots. Ouais. Donc, c'est vraiment très grand. Et c'est encore un petit corpus, en fait. L'une des leçons de Bloom, c'est que notre corpus était encore trop petit. On aurait plutôt dû aller vers les milliers de milliards, comme on appelle ça en français, les trillions. Ouais. On aurait dû aller dans les trillions de mots. C'est vertigineux, ces chiffres-là. Hein. Mais alors, quand on fait cette méthode d'entraînement très simple sur des corpus de cette taille-là, en fait, on voit des sortes de capacités émergentes. C'est-à-dire que le modèle se met à pouvoir en fait parler de manière assez convaincante et à comprendre énormément de concepts de la langue et même de concepts du monde, hein, parce que pour prévoir que le mot qui suit après le ciel est, le mot qui suit c'est bleu, il faut d'une certaine manière que le modèle se fasse que le modèle d'intelligence artificielle se fasse une sorte de vision interne, disons une sorte de modèle interne du monde qui dit que le ciel est bleu, quoi. Alors attendez, question naïve, le ciel n'est pas toujours bleu. Oui, donc en fait, ce qu'il va faire, hein, parce que dans le dataset d'entraînement, il y aura des moments où le ciel sera bleu, et puis il y aura aussi de temps en temps une autre phrase qui dira le ciel était gris. Hein. Et donc en fait, le modèle va, grâce à ces informations-là un peu contradictoires, ou pas vraiment contradictoires, mais disons en quantité différente, il va prédire que dans 80% des cas, par exemple, le mot suivant c'est bleu, et puis dans 20% c'est gris, etc. Et ça s'appelle d'ailleurs la calibration, c'est-à-dire que les modèles sont capables de fournir plusieurs réponses avec une sorte d'ordre et une sorte de probabilité qui sont tirées en fait des statistiques de ce corpus. Thomas Wolf, est-ce qu'on peut dire que Bloom, que vous avez créé chez Hugging Face, est un concurrent de ChatGPT ? Oui, non, c'est un concurrent de la version précédente de GPT. Mais comme il n'est pas adapté pour faire du dialogue, c'est pas un concurrent direct de ChatGPT. Alors ça, c'est ce sur quoi on travaille cette année. C'est donc cette deuxième partie d'adaptation au dialogue, qui est aussi une partie complètement privée, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'informations publiques sur comment faire ça. C'est gardé comme un avantage concurrentiel par les quelques sociétés qui savent le faire. Donc on pense aussi, moi je pense que ça c'est pas très très sain d'avoir des sortes de connaissances comme ça qui sont gardées comme des avantages concurrentiels dans le domaine, surtout sur des outils qui sont déployés en face de millions de personnes. Je pense qu'on devrait pouvoir savoir comment ça marche et comprendre un peu quelles sont les limitations. Et on ne devrait pas avoir à faire confiance aveuglement à l'entreprise qui les a développés. Donc en fait là on travaille énormément actuellement sur open sourcer, faire de la science ouverte sur cette deuxième partie qui est comment adapter ces modèles pour le dialogue. Selon vous, c'est un élément ça peut être un élément de souveraineté numérique pour les pays qui... Tout à fait, ouais. La première, il y a deux étapes principales, deux aspects principaux dans la souveraineté, enfin trois si on veut. La première, c'est de pouvoir faire le calcul chez soi, c'est l'aspect plus hardware, j'ai envie de dire, donc avoir des supercalculateurs. En Europe, on est plutôt bien au niveau des supercalculateurs publics. On a de manière surprenante beaucoup plus de capacité de calcul public que les États-Unis. Sur les capacités de calcul privées, on est un peu plus en retard, par contre, et ça, ce serait bien que ça se développe. C'est-à-dire les clouds européens vont croître. Donc ça, c'est le premier aspect de la souveraineté, mais le deuxième aspect, c'est d'avoir les connaissances pour créer ces modèles. Donc ça, c'est le deuxième aspect qui est très important, et c'est là-dessus qu'on travaille nous énormément actuellement. Donc, on dit souvent que justement la force des GAFAM, c'est quand même d'avoir énormément de données, de data pour entraîner. Voilà. Après, on peut penser ce qu'on veut de la manière. Alors c'est surprenant parce que dans le monde de big data, c'était vraiment considéré comme la barrière ultime, hein, cette quantité de données que les entreprises avaient en interne. Et dans l'intelligence artificielle, très très peu actuellement, notamment parce que la principale source de ces datasets d'entraînement, c'est juste Internet en fait. Et Internet est dans une
très grande partie est accessible à n'importe qui. Ouais. Et donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de barrières de données. C'est aussi pour ça, clairement, que OpenAI est le plus secret possible autour de ce qu'ils font, parce qu'en fait, la barrière à l'entrée est pas gigantesque, en fait. C'est un bon signe pour la souveraineté européenne. Ça veut dire que je pense qu'on peut. Moi, je suis assez confiant sur le fait que dans quelques années, on pourra rattraper le retard qu'on a actuellement. Vous pensez pouvoir rattraper le retard, si on peut parler de retard en matière d'intelligence artificielle? Oui, oui. Alors, il y aura toujours un peu d'avance parce qu'ils continuent à avancer, ça c'est sûr. Mais les performances, les capacités qu'on voit aujourd'hui, je pense que dans 1 ou 2 ans, on les aura de manière ouverte. Ouais. Mais là, par exemple, Microsoft vient de faire, et Google également viennent de faire des annonces fracassantes en matière d'intelligence artificielle intégrée dans les outils bureautiques. Donc, on peut penser que ça va se répandre, ça va faire tache d'huile, ça va inonder les postes de travail dans le monde entier. Est-ce qu'on n'a pas déjà perdu la bataille? Non, ça c'est la vision française défaitiste. Non, non, je pense pas du tout qu'on l'a perdu. Et puis la bataille se joue à beaucoup plus long terme. J'aime bien faire le parallèle, moi, avec ce qui se passait il y a 20 ans, au début des années 2000. On avait aussi ce combat entre les logiciels closed source et open source, et on avait l'impression que Microsoft avait complètement gagné la bataille et que le closed source allait gagner et que Linux serait toujours une sorte de concurrent complètement en retard. Bon, le résultat qu'on voit aujourd'hui, c'est que Microsoft est un des plus grands promoteurs de l'open source, qui sont Ouais, basés tout à fait. sur Unix, que le cœur de macOS, c'est aussi un Unix. Qu'en fait, à très long terme, quand on regarde sur les longues échelles, l'open source et le partage finit toujours par gagner, je pense. Mais en effet, il y a une période où ils ont du retard et on peut aller plus vite et lever plus d'argent avec des modèles privés. Mais si on regarde dans 20 ans, ça me semble évident qu'on a envie que l'intelligence artificielle soit une sorte vraiment de bien commun de l'humanité et soit pas une sorte de privatisation de 2 entreprises. Ça me semble évident que c'est là qu'on arrivera. Et la question vraiment importante et intéressante, je trouve, c'est comment est-ce qu'on y arrive de manière responsable, de manière sûre, et comment est-ce qu'on fait de l'open source éthique et responsable, c'est-à-dire comment on trouve la balance là. Mais qu'est-ce qu'il faudrait? C'est une Des grosse sous? question. Des modèles économiques, Je pense qu'il faut alors des financements, ce serait bien de manière générale. Alors nous on est plutôt ça va, GeekFace, j'ai envie de dire, parce on a la chance d'avoir pu lever beaucoup aux US. Ce serait bien qu'en France on puisse aussi lever assez pour développer des entreprises ambitieuses là-dessus. Ça commence, je pense que c'est même mieux aujourd'hui que nous il y a 6-7 ans quand on a créé GeekFace. La situation s'est beaucoup améliorée. Mais donc oui, avoir plus de moyens de financement, et puis surtout dans le trou habituel des startups qui est un petit peu après avoir fait les premières levées soutenues par l'État. Quand on veut enchaîner avec des levées plus importantes, il y a ce petit appel d'air qui est complexe à négocier en Europe. Et puis après, principalement du compute, avoir des gros supercalculateurs, des machines. des grosses machines, ça c'est vraiment clé aujourd'hui pour être compétitif. Et quand est-ce que le grand public pourra toucher du doigt ces technologies d'IA propre, d'IA open source, d'IA souveraine? Oui. Eh bien, ça commence. Alors, je pense que cette année va être critique, va être clé. Et mon espoir, c'est que si on en rediscute autour de Noël, ou peut-être même avant, évidemment, on vise avant, mais si on en rediscute à l'automne ou à Noël, eh bien, je puisse vous dire que voilà, la situation a vraiment changé. Mais avec je des pense produits qu'on est en accessibles. bonne piste. Voilà, exactement. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez, Thomas Wolf, de la perception de l'intelligence artificielle et de l'adoption ou de la non-adoption aujourd'hui par la population, les professionnels, etc., le public? C'est compliqué. Alors, on a clairement, je trouve que le déploiement comme ça très rapide de beaucoup de choses. Donc là, on en parlait à l'instant, l'intégration déjà de toutes ces technologies dans tous les outils de Microsoft. Moi, personnellement, je trouve ça un peu rapide. Je trouve ça un peu rapide pour la société. Ça change énormément de choses. C'est quand même une révolution qui potentiellement est plus importante que celle d'Internet. C'est énormément de tâches qui, pour certaines, étaient des tâches qui définissaient ce qui était qu'être humain pour certaines personnes. Donc, quand on prend par exemple cette année la génération d'images à partir de textes, pour des artistes, c'est un chamboulement complet de comment ils voient leur rapport au monde et leur utilité et leur raison d'être quasiment. Donc, c'est des changements quasiment philosophiques.
Moi, je pense souvent que c'est presque au niveau de changer le modèle de Ptolémée et se dire la Terre n'est plus au centre de l'univers, mais c'est le Soleil, hein, parce qu'on se dit, quand on est très fier de pouvoir faire une belle image, et qu'en fait n'importe qui peut faire une image variée, quasiment la même, alors avec plein de précisions à apporter sur chacun de ces mots, mais quand même c'est un petit peu ça qu'on voit. Ça change vraiment votre vision de vous-même, et donc on a envie de laisser un peu de temps à la société pour digérer ça. Ça va trop Je vite pense selon vous. que ouais, ça va peut-être un peu vite, ouais. Surtout le déploiement et la mise en pratique. Après, Mais c'est c'est quoi aussi le des risque si choses. ça va trop vite? Non, bah, le risque est plus que le risque, c'est plus une sorte de risque sociétal. Alors le risque sociétal, le risque est pas non plus. Enfin, c'est pas une bombe nucléaire. On va pas faire exploser la planète avec un modèle de langue qui génère du texte. Faut pas non plus. Faut trouver le juste milieu. Mais c'est certain que on va changer complètement la manière de fonctionner de certains boulots. Et ça, il faut un petit peu de temps pour s'adapter. Après, il n'y a pas de meilleur moyen de s'adapter que, d'une certaine manière, d'essayer le nouvel outil, hein. C'est un nouvel outil, comme quand Internet est arrivé, comme quand on a dû changer, par exemple, les manières d'évaluer à l'école, parce qu'évaluer purement sur des connaissances, ça avait moins de sens, sachant que n'importe qui peut chercher tout sur Google. On a déjà fait des révolutions à l'école sur la manière d'apprendre, la manière où on apprend plus à apprendre maintenant, par exemple, qu'avant on apprenait juste une sorte de set fini de connaissances, mais bon, maintenant on sait que 90% de ces connaissances, en tapant 3 mots sur Google, en fait, vous pouvez les retrouver. Et donc l'école a déjà énormément changé comparé à celle qu'on avait quand on était jeune. Bien sûr. Et donc là, je pense aussi, je suis très confiant, on va s'adapter, on va trouver exactement quelles sont finalement les nouvelles choses qui sont importantes à savoir et comment utiliser ces outils. Mais par exemple, pour moi, c'est très clair qu'il va falloir enseigner l'IA à l'école dans peu de temps. Comme on enseigne mon fils apprend à l'école les ordinateurs, taper, et tout ça, ça fait vraiment partie de leur cursus dès l'école primaire. Ouais. Eh bien, Mais à un il moment, faudra on disait, probablement qu'on apprenne ça. il faut apprendre le code. Finalement, on s'aperçoit aujourd'hui que c'était peut-être pas très utile. Voilà. Mais l'IA, je pense qu'elle est un peu plus Ça générale. sera plus utile. Oui, alors bon, ça se défend, ça se défend. En effet, Ouais. peut-être que dans 2 années, on dira, bah, finalement, il n'y a même pas besoin de l'apprendre. Par exemple, parce que les IA sont tellement bonnes qu'il n'y a même pas besoin de savoir comment les Et utiliser. voilà. C'est sûr qu'aujourd'hui, on peut pas, par exemple, faire une confiance aveugle à ChatGPT dans ses informations. On peut pas faire une confiance aveugle à ce qui sort, parce que ces modèles hallucinent beaucoup d'informations. Et donc ça, c'est un petit apprentissage à avoir. Moi, je l'ai eu quand j'ai utilisé l'outil au début. On a tendance à lui faire trop confiance et il faut recalibrer intérieurement le niveau de confiance qu'on lui fait et penser à vérifier les infos importantes. Donc ça, c'est une sorte de chose à apprendre. Je pense que ça restera quand même pendant longtemps, hein. Cette question d'hallucination, c'est une question très complexe niveau recherche en IA où personne n'a encore vraiment trouvé le moyen de la résoudre. C'est-à-dire que selon vous, les évolutions futures ne rendront pas les IA plus fiables avant longtemps. Non, ça c'est une question à laquelle je vais pas répondre parce que en effet, je pense que ça dépend ce qu'on dit dans longtemps. Je pense pas que cette année on va résoudre ce problème. Maintenant, est-ce que dans 2-3 ans on l'aura pas résolu? Et alors c'est loin d'être sûr. Ça ouvre la voie à encore plus de choses, à des perspectives même de ce qu'on appelle les IA généralistes, etc. Oui. Ce qui est sûr, c'est que déjà aujourd'hui, dans tous les domaines où la factualité n'est pas très importante, donc par exemple quand on doit créer des poèmes, des histoires qui n'ont pas besoin d'être, qui peuvent dériver de la factualité, ou le bon exemple aussi, c'est justement créer des images qui n'ont pas besoin d'être factuellement justes. Dans tous ces domaines-là, l'IA est déjà très très performante, hein, est déjà très impressionnante. Et le challenge qui reste encore un peu, c'est la factualité. C'est un challenge très intéressant, surtout parce que vraiment, long terme, moi, ce que j'aimerais beaucoup voir venir, hein, donc je suis ancien physicien, j'ai fait une thèse en physique quantique. Ce que j'aimerais beaucoup voir venir, c'est des IA qui sont capables de nous aider dans tout ce qui est la recherche scientifique. Donc des IA qui sont capables de nous proposer des nouvelles théories, de proposer de nouveaux développements et d'accélérer ou de nous faire découvrir des théories auxquelles on n'avait pas pensé. Et là, évidemment, faut être un petit peu factuellement juste, parce que si on écrit une théorie en physique qui n'est pas liée à la réalité, bon, bah, ça nous avancera pas beaucoup. Ça pourrait poser des problèmes. Pareil en mathématiques, les questions logiques, les IA sont pas très bonnes. C'est marrant parce que c'est des ordinateurs, on se dirait la logique ne peut pas être leur point fort. Comment ça de se manière fait? surprenante, non.
Eh bien, ça se fait. C'est vraiment ces machines, il faut les voir comme des machines à culture. En gros, c'est des machines qui ont digéré la culture énormément. Donc là, d'ailleurs, actuellement, c'est la culture anglo-saxonne, parce que c'est que de l'anglais principalement, et qui sont capables de ressortir comme ça des éléments de culture. Mais ça marche pas du tout comme une calculatrice. Et donc en fait, les mathématiques, elles les approchent d'un point de vue culturel, en disant, la réponse est souvent ce que les gens disent, c'est souvent ça. C'est pas d'un point de vue logique qui est la réponse, c'est pas ça parce que les gens disent que c'est ça, mais c'est ça parce que, etc. Il y a un raisonnement logique. Ouais. Et justement, vous évoquiez les biais. Il y a ce risque-là aussi, c'est que on a accusé par exemple ChatGPT d'être trop politiquement correct parce que au fond, il a été entraîné avec une certaine vision du monde ou avec certains interdits, avec certaines obligations qui pour nous se réfèrent plutôt à la morale. C'est difficile à comprendre aussi. Exactement. Très, très gros risque, je trouve, qui amplifiera encore l'anglo-saxonisation du monde. Hein. Et en France, c'est évidemment une sorte de combat, je trouve, important à garder, qui est de ne pas devenir... Et donc, le fait que toutes ces IA soient entraînées en anglais par des équipes qui sont d'ailleurs très peu diverses. Hein. C'est vraiment des équipes d'ingénieurs, de la Silicon Valley. Donc, il n'y a pas une grande diversité de points de vue. Et c'est des gens qui n'ont pas forcément d'ailleurs très conscience même du fait qu'il y a d'autres cultures dans le monde, presque, j'ai envie de dire. Oui, c'est un peu le cadet de leurs soucis. C'est le cadet de leurs soucis, oui. Ouais. Et donc, le modèle est vraiment créé à leur image. Hein. Donc, on aura des IA qui seront des sortes de réflexions numériques d'un ingénieur de la Silicon Valley, dans ses valeurs morales, dans ses valeurs éthiques, dans ses centres d'intérêt. Alors, il faudrait avoir des IA qui soient pas uniquement ça. Hein. Donc ça, c'était un intérêt sur Bloom. Pour vous donner un exemple, dans Bloom, on avait entraîné aussi sur une grande quantité d'arabe. Parce que c'est une des langues les plus parlées du monde. On avait listé les plus parlées du monde. Il y a l'anglais, il y a l'arabe, il y a le chinois. Et on s'était dit, parce qu'un exemple, par exemple, si on entraîne un modèle uniquement sur les données américaines, on a une vision de l'islam qui est très américaine. Donc, elle est influencée par les attentats du 11 septembre, etc. Et donc, quand on utilise un GPT, alors le chat GPT un peu, il y a des sortes de guardrails, de protection qui empêchent même de parler de ces topics, de ces sujets. Mais si on leur demande ce que font deux Arabes dans une mosquée, il va tout de suite nous proposer qu'ils vont faire exploser, etc. Il va tout de suite nous parler d'attentats. Et donc, on s'était dit, si la vision dans la langue arabe de ça est très différente. Si on regarde des textes arabes d'articles de presse qui parlent de deux arabes d'une mosquée, là, c'est très, très différent la manière de compléter le texte. Bien sûr. On s'était dit, là, c'est intéressant parce qu'on a deux visions du monde qui s'affrontent dans un modèle. Et donc, que va choisir le modèle? Est-ce qu'on peut pas utiliser ça pour débiaiser le modèle ou en tout cas pour l'adapter à différentes cultures? Alors, il y a plein de questions. Est-ce qu'on veut avoir une sorte de culture unique mondiale dans le modèle? Est-ce qu'on va avoir un modèle qui est plutôt adapté finalement à chacune des cultures et qui va vous dire un peu ce que vous voulez entendre en tant que Français ou vous dire ce que vous voulez entendre en tant qu'Américain? Ça, c'est des questions assez profondes sur la manière dont on veut utiliser et avoir ces modèles. Mais je pense qu'il faut y réfléchir à ces questions. On peut pas juste les ignorer en se disant on n'a pas besoin de s'en préoccuper et puis on va juste avoir un modèle anglo-saxon et ça nous ira bien. Je pense que c'est pas la bonne manière d'affronter ces questions. Il faut plutôt les prendre de front et puis chercher les réponses ou chercher la diversité de réponses qu'on pourrait avoir envie d'avoir. Ouais. Voilà, on voit bien effectivement la profondeur finalement de cette révolution et l'impact vraiment que peut avoir l'arrivée de cette intelligence artificielle, de ces intelligences et de ces modèles d'intelligence artificielle. Merci beaucoup Thomas Wolf, cofondateur et directeur scientifique de la société Hugging Face. Comme des milliers d'auditeurs, vous avez apprécié cet épisode et vous souhaitez associer l'image de votre entreprise au podcast Monde Numérique, alors n'hésitez pas à nous contacter. Le podcast est un média idéal pour toucher une audience de qualité. Plusieurs formats sont possibles, spot classique, message host-read, contenu sponsorisé. Pour devenir partenaire de Monde Numérique, rien de plus simple. Rendez-vous dès à présent sur le site mondenumérique.info, rubrique Contact, et envoyez-nous un message. On a certainement plein d'idées à partager.